Le 13 septembre 2013, deux spéléologues s'engagèrent, bien pieds en avant, dans une fissure d'une colline sud-africaine qui se rétrécit à 18 cm. Steven Tucker et Rick Hunter ne cherchaient pas de vestiges humains. À 30 mètres sous la surface, dans l'obscurité totale, leurs lampes révélèrent un sol jonché d'ossements. Tous les spécialistes qui examinèrent ces ossements au cours des 2 années suivantes arrivèrent à la même conclusion quant à leur âge, environ 2 millions d'années. L'anatomie était sans équivoque. Lorsque les résultats des analyses en laboratoire arrivèrent enfin en 2017, ce chiffre était erroné de plus d'1,5 million d'années. Pendant un siècle, la forme d'un squelette d'hominidé a servi de repère chronologique. Des doigts courbés étaient un mot synonyme d'ancienneté, un petit cerveau, de précocité. La découverte de cette grotte a bouleversé ce calcul, et personne n'a encore expliqué comment un corps aussi ancien pouvait encore exister à la même époque que nous. La grotte se situe au berceau de l'humanité, à environ 50 km au nord-ouest de Johannesburg. Elle n'est ni isolée ni inexplorée. Les chasseurs de fossiles exploitaient ce calcaire depuis 90 ans, et les sites environnants avaient livré certains des vestiges d'hominidés les plus importants jamais découverts en Afrique. Le système lui-même portait un nom, étoile montante, et une carte était disponible. Depuis des décennies, il était fréquenté régulièrement par des spéléologues amateurs. C'était à tous égards un terrain bien connu. Accéder à la chambre était une autre affaire. Le chemin empruntait un passage étroit et aplati que les spéléologues appelaient le passage de Superman, car le plafond était si bas qu'il fallait tendre un bras devant soi et se hisser sur le côté. Ce passage débouchait sur une ascension abrupte le long d'une arête rocheuse déchiquetée appelée le dos du dragon. À son sommet, le sol s'ouvre sur une fissure verticale de 12 mètres de profondeur. Par endroits, cette fissure ne mesure que 18 cm de large. Il n'y avait d'autre moyen de la descendre que les pieds en avant, de côté, en expirant pour comprimer la cage thoracique, la roche touchant simultanément la poitrine et la colonne vertébrale. Au fond, le passage s'élargit et le sol était recouvert d'ossements. Lee Berger, paléoanthropologue à l'université du Witwatersrand, comprit immédiatement qu'il était confronté à un problème inédit pour un organisme de financement. Le gisement nécessitait des fouilles menées par des scientifiques qualifiés. Or, l'accès au site était quasiment impossible pour ce type de personnes. Il lança donc une annonce pour des candidats possédant 3 qualités essentielles. Une expérience en spéléologie, un diplôme de 3e cycle dans un domaine pertinent et une silhouette suffisamment fine pour se faufiler dans 1800 mètres de dolomie. 6 candidates répondaient à ces 3 critères. Toutes 6 étaient des femmes. La presse les surnomma les astronautes souterraines et le surnom leur resta. Pourtant, Marina Elliott, la responsable des fouilles, est restée assez discrète sur le côté glamour de ces 3 semaines passées, allongées dans l'obscurité au fond d'une grotte. Les fouilles se déroulèrent en 2 saisons, en novembre 2013 et en mars de l'année suivante, soit 21 jours au total. À la surface, une tente de commandement retransmettait en direct les images des caméras embarquées sur les casques, permettant ainsi aux spécialistes ne pouvant accéder physiquement au site de diriger les travaux en temps réel. Ce qui a été découvert dans cette chambre, ce sont plus de 1550 spécimens individuels représentant au moins 15 individus, des nourrissons, des enfants, des adultes et au moins une personne âgée. Presque tous les os du squelette humain étaient présents, la plupart à plusieurs reprises, dans un état de conservation exceptionnel, inhabituel pour une grotte. Imaginez ce que ce nombre signifie. En 90 ans de fouilles intensives, tous les autres sites fossilifères d'Afrique australe réunis ont livré moins de restes d'hominidés que cette seule chambre en 21 jours. Et ce n'était pas un cas isolé. En 2017, l'équipe a annoncé la découverte d'une seconde chambre à plus de 100 mètres de là, accessible par des passages distincts. Cette chambre, baptisée l'Essedi, contenait les restes d'au moins 3 autres individus, dont un crâne et un squelette suffisamment complets pour être surnommés Néo. Un 3e gisement a été identifié plus tard, et dans chaque chambre, le même constat, une absence totale de restes humains. Aucun outil de pierre, aucun foyer, aucun ossement d'animal à proximité, aucune antilope, aucun rongeur, rien qui puisse suggérer qu'un prédateur ait traîné des carcasses ou qu'une ouverture naturelle ait canalisé des animaux malchanceux. Rien du tout, sauf Naledi. Cette absence allait s'avérer plus importante que n'importe quel os retrouvé. Les archéologues sortirent tôt de terre avec l'image la plus complète d'une espèce humaine disparue jamais reconstituée à partir d'un seul site. Puis les anatomistes l'examinèrent et découvrirent un squelette composé de 2 époques différentes. La manière la plus simple d'appréhender ce qui suit est de le diviser en 2 colonnes. Dans l'une, les caractéristiques propres à l'aile ancienne de notre famille, les australopithèques et les premiers représentants de notre genre. Dans l'autre, celles propres à l'aile récente, les néandertaliens et nous-mêmes. Chaque squelette d'hominidé jamais décrit remplit une colonne plus rapidement que l'autre. Naledi remplit les 2 au même rythme et ce, au sein d'un seul corps. Commençons
Commençons par la taille. Les adultes mesuraient environ 145 cm, soit 1,45 m. Ils pesaient près de 40 kg. Cela en fait la deuxième plus petite espèce humaine connue après Homo floresiensis en Indonésie. Mais l'existence de floresiensis s'explique. Cette espèce vivait sur une île et les populations insulaires diminuèrent avec le temps. Naledi, quant à elle, vivait sur le continent africain sans barrière naturelle et avec un espace considérable. Il n'y a donc pas d'explication simple à sa petite taille. Prenons l'exemple des mains. Tracy Kivel de l'Université du Kent a publié l'analyse en 2015. Les os du poignet sont typiquement modernes. Le pouce l'est également, long et très musclé. Il possède une structure qui permet une préhension précise et puissante, indispensable pour travailler un noyau de pierre. Les 4 autres doigts sont plus longs et plus courbés que ceux de tous les australopithèques mesurés jusqu'à présent, y compris Lucy. Ces doigts courbés servent à se suspendre. Ils sont la signature d'un animal qui passe beaucoup de temps en suspension. Ces deux ensembles de caractéristiques sont rattachés à la même articulation. Au-dessus des mains, ce schéma se confirme. Les omoplates sont hautes et inclinées pour la suspension pour un corps qui se suspend par les bras. La cage thoracique inférieure s'évase vers l'extérieur à la manière des anciens australopithèques. Plutôt que de s'affiner en tonneau comme la nôtre, le bassin est également évasé. De la taille jusqu'à la tête, c'est un animal fait pour grimper. De la taille jusqu'aux pieds, ce n'est pas le cas. William Harcourt Smith a dirigé les travaux sur le pied également en 2015. Et le pied est presque entièrement moderne. Cambré, rigidifié au niveau du tronc, il est conçu pour la propulsion. Au-dessus, le tibia est allongé, le péroné est fin, les rotules sont larges et la crête à l'arrière du fémur où s'insèrent les muscles fessiers est fortement développée. C'est l'équipement d'un marcheur aguerri. Naledi ne se contentait pas de se débrouiller au sol, il y parcourait de longues distances avec une foulée difficilement identifiable parmi les nôtres. Imaginons ce que cette combinaison signifie réellement pour un animal vivant. Équipement d'escalade en haut, équipement de marche en bas, le tout intégré dans un seul corps, sans transition. L'Afrique australe connaissait alors une période de sécheresse. Les forêts qui recouvraient la région depuis des millions d'années se fragmentaient en savanes ouvertes et les arbres restant s'éparpillaient de plus en plus. Une créature ayant besoin des arbres pour se protéger et devant traverser des terrains découverts pour atteindre le suivant aurait précisément souhaité ce squelette, des doigts recourbés pour grimper, des jambes modernes pour se déplacer. Cette reconstitution est plausible, elle n'a d'ailleurs presque rien à voir avec la raison de la renommée de cette espèce. Chaque anatomiste ayant examiné le spécimen est parvenu indépendamment à la même estimation de son âge, une estimation indiscutable car les caractéristiques archaïques étaient trop nombreuses et trop profondes pour correspondre à une espèce récente, 2 millions d'années à peu près. Les ossements n'avaient pas encore été datés lorsque ces estimations ont été formulées. Lorsque la datation a finalement été effectuée, le résultat a été d'environ 1/10 de cette estimation. La datation a pris 4 ans et ce délai n'était pas dû à de l'incompétence mais à l'absence de matériel de mesure approprié. Les sites de grottes classiques d'Afrique du Sud peuvent parfois être délimités par des couches de cendres volcaniques ou par une stratigraphie nette où des matériaux plus anciens reposent clairement sous des matériaux plus récents. Cette chambre ne présentait aucune de ces caractéristiques. Les sédiments étaient remaniés, le dépôt s'était accumulé d'une manière inexpliquée et les coulées stalagmitiques qui auraient bien pu l'entourer étaient rares. De plus, toute méthode directe fiable détruit une partie du matériau qu'elle date et l'équipe hésitait à brûler des fossiles tant que la procédure n'avait pas été préalablement définie. La procédure finalement adoptée était exceptionnellement rigoureuse. Paul Dirks de l'université James Cook en Australie a coordonné les travaux avec un grand nombre de spécialistes et les résultats ont été publiés en 2017. 6 techniques indépendantes ont été appliquées et leurs résultats recoupés. Datation uranium, thorium, des coulées stalagmitiques recouvrant le dépôt, résonance paramagnétique électronique mesurée directement sur les dents de Naledi, analyse paléomagnétique mesurant les inversions du champ magnétique terrestre enregistré dans les sédiments et datation plomb-uranium de la roche environnante. Les mesures cruciales ont été effectuées dans 2 laboratoires distincts, chacun ignorant les résultats de l'autre et les datations ont été soumises avant toute comparaison. Le résultat, une datation entre 335 000 et 236 000 ans. Ce chiffre est significatif car les anatomistes avaient avancé l'estimation de 2 millions d'années. Il ne s'agit pas d'une simple estimation, l'écart est de plus d'1,5 million d'années, soit approximativement la durée de vie d'Homo erectus. Or, qui d'autre vivait durant cette période? Les plus anciens fossiles actuellement attribués à notre espèce proviennent du Jebel Irhoud au Maroc et datent d'environ 315 000 ans.
Cette datation est cohérente avec l'intervalle. Les populations néandertaliennes étaient établies dans toute l'Europe. Homo erectus était encore présent en Asie et y persisterait longtemps. Un être doté d'une cage thoracique, d'un bassin et d'une main qui semblaient vieux de 2 millions d'années parcourait l'Afrique australe au moment même où les premiers représentants de notre espèce apparaissaient sur ce même continent. Ce constat remet en question bien plus qu'un simple détail. C'est le postulat fondamental qui sous-tend un siècle de discipline. La méthode de travail a toujours consisté à considérer l'anatomie comme une horloge approximative. Le cerveau grossit, le visage s'aplatit et se rétrécit, et le corps cesse d'être bâti sur des arbres. Des doigts courbés indiquent un âge avancé, un petit cerveau un âge précoce. Face à un squelette sans datation, on déduit la date à partir des os, et pendant un siècle, cette datation a été suffisamment précise pour être considérée comme fiable. Le cas de Naledi démontre que cette horloge n'a jamais été une horloge. Il s'agissait d'une corrélation valable tant que nous ne disposions que des fossiles qui s'y prêtaient. Une limite mérite d'être clairement énoncée car elle est fréquemment mal interprétée. Ces deux dates encadrent les dépôts de cette chambre. Elles ne décrivent pas la durée de vie de l'espèce. Elles ne nous indiquent ni la date d'apparition de Naledi, ni sa date de disparition. On affirme souvent qu'il s'agissait d'une espèce ayant vécu environ 100 000 ans et donc ayant eu une courte durée de vie selon les critères des hominidés. Ce chiffre ne représente que l'incertitude liée à un seul amas de corps. Naledi a peut-être existé 1 million d'années avant que cette cavité crânienne ne se remplisse. Elle a peut-être persisté bien après. Nul ne le sait et personne ne possède actuellement les preuves nécessaires pour le déterminer. Si le corps était si archaïque et la datation si récente, une question se pose immédiatement. Quel était le cerveau ? Et la réponse concernant le cerveau était plus étrange encore que celle concernant le corps. Le volume crânien de Naledi se situe entre 465 et 610 cm3. Le cerveau humain moderne mesure en moyenne environ 1350 cm3. C'est donc moins de la moitié du nôtre et comparable, en volume brut, au cerveau d'un nourrisson humain durant ses premiers mois. C'est petit en valeur absolue et petit par rapport à la petite taille du corps de Naledi qui est la mesure généralement la plus pertinente. À toutes les échelles connues, il s'agit d'une créature qui n'aurait pas dû être capable de grand-chose. Puis Ralph Holloway de l'Université Columbia a disséqué l'intérieur du crâne. La technique utilisée s'appelle l'analyse endoscopique. La surface interne d'une boîte crânienne porte l'empreinte de la surface externe du cerveau qui la remplissait. Et si l'on dispose de suffisamment de fragments de crâne, on peut reconstituer cette empreinte. Naledi a produit 5 endocastes partiels. Les résultats publiés en 2018 ne correspondaient pas à la taille attendue. Le lobe frontal est organisé comme le nôtre et non comme celui des australopithèques, contrairement à ce qui est observé chez tous les autres hominidés à petit cerveau. La région correspondant à l'ère de Broca chez l'homme moderne présente la même asymétrie gauche-droite que chez nous. Le rétrécissement derrière les orbites, important et marqué chez les formes archaïques, est réduit. Les régions temporales et occipitales semblent dérivées plutôt que primitives. Par sa forme et son organisation, ce cerveau est construit selon le modèle récent. Il a simplement été réalisé à l'échelle 1/2. La discipline Vlahotelien avait tacitement supposé que ces deux phénomènes allaient de pair. Croissance et réorganisation, Naledi les dissocie. Le câblage, dans la mesure où l'on peut lire la surface externe, est absent. Cette dernière précision n'est pas une simple formalité et mérite d'être explicitée. Un endocaste enregistre la surface externe du cerveau et rien d'autre. L'étude n'enregistre ni la densité neuronale, ni la connectivité, ni aucune information sur ce qui se passe en profondeur. Personne ne peut déduire de la forme d'un lobe frontal des capacités langagières, des compétences techniques ou de l'intelligence. Les endocastes révèlent que le cerveau de Naledi n'était pas organisé comme sa taille le suggère. Ils ne permettent cependant pas de déterminer son activité. L'outil le plus évident pour le savoir serait l'étude des outils. Or, il n'y en a aucun. Sur plus de 2000 spécimens retrouvés dans 3 chambres, pas un seul éclat de pierre, pas un seul nucléus, pas le moindre fragment travaillé. Ainsi, les seuls indices qui nous restent sur le mode de vie de Naledi proviennent de sa dentition. Ian Toll et Joel Irish de l'université John Moores de Liverpool ont examiné la collection dentaire et ont constaté 2 éléments contradictoires. Les dents sont petites, ce qui est une caractéristique récente, mais les couronnes des molaires conservent une forme primitive et l'émail est plus épais que ce que prévoit la tendance générale au sein de notre genre, ce qui est l'inverse de ce qui devrait se produire chez une espèce aussi ancienne. L'usure dentaire révèle le reste. Le taux d'ébréchure des dents des Naledi est extraordinairement élevé, bien supérieur à celui observé chez les humains modernes ou les néandertaliens. Ce phénomène s'explique par le passage répété de matières dures et granuleuses dans leur bouche. Plantes souterraines, tubercules extraits du sol et consommés avec la terre. Leur alimentation était suffisamment rugueuse pour casser leurs dents de façon régulière.
Un autre indice, présent dans la même collection, est la présence de bandes d'émail défectueux formées durant l'enfance. Chez de nombreux individus à des stades de développement similaires, l'émail enregistre les contraintes de façon permanente, contrairement à l'os. Il s'agit d'enfants ayant souffert de la faim ou de maladies à répétition et dont les dents ont conservé la trace. Il reste un moyen d'étudier les capacités d'un cerveau de cette nature, retourner dans la chambre crânienne. Mais avant cela, un problème plus complexe se pose car l'espèce Naledi est encore inconnue. Placer une espèce dans l'arbre phylogénétique consiste généralement à identifier les espèces apparentées les plus proches et à remonter à partir de là. Chez les Naledi, la ressemblance varie selon la partie du squelette analysée. Le crâne constitue l'indice le plus clair de par ses proportions générales, la forme de sa boîte crânienne, la structure de sa mâchoire et de ses sourcils. Naledi se rapproche le plus des premiers représentants de notre genre, d'Homo erectus et des formes qui l'entourent. Ces créatures datent d'environ 2 millions d'années. Son crâne ressemble au leur, un quart de leur âge. Sous le cou, son corps ne correspond à aucune espèce de manière constante. David Dembo et ses collègues ont résolu le problème en 2016 grâce à une analyse phylogénétique bayésienne datée qui prend en compte les caractéristiques anatomiques et l'âge connu de chaque espèce candidate et calcule la configuration de l'arbre phylogénétique qui minimise les coïncidences improbables. Le résultat place Naledi parmi les branches les plus anciennes. Sa lignée s'est séparée de la nôtre il y a environ 900 000 ans au plus tard et probablement bien plus tôt. Il est important de bien comprendre les implications de cette découverte car c'est à partir de là que le sujet cesse d'être une simple curiosité et devient plus complexe. Naledi n'a pas régressé. Rien chez cette espèce ne suggère qu'elle ait acquis des caractéristiques modernes avant de les perdre. L'analyse décrit une lignée qui s'est séparée très tôt, conservant l'anatomie de son époque avant de s'arrêter. Elle a gardé les doigts recourbés, le bassin évasé et la petite boîte crânienne et les a transmis inchangés pendant environ 1 million d'années, tandis que la branche voisine donnait naissance à l'humanité. Il ne s'agit pas d'un chaînon manquant, mais d'un vestige. Un vestige d'une ascendance très ancienne qui a subsisté longtemps après que le corps humain ait disparu du reste du monde. L'arbre généalogique humain est souvent représenté comme une échelle ou une succession de formes, une lignée cédant la place à la suivante. Naledi, lui, illustre un chevauchement. Plusieurs types d'humains, radicalement différents par leur morphologie et la taille de leur cerveau, ont occupé le même continent au cours des mêmes siècles. Une position minoritaire mérite d'être mentionnée et exposée. Quelques chercheurs ont suggéré que l'anatomie mixte de Naledi résulte d'un croisement ancien entre les premiers homos et les australopithèques. Cette hypothèse reste toutefois fragile, aucun matériel génétique n'a jamais été extrait de ces fossiles et la recherche sur le sujet est loin d'être terminée. Il existe bel et bien et c'est tout ce que l'on peut affirmer avec certitude. Quant à la raison de l'extinction de cette lignée, la réponse est plus courte car les éléments disponibles sont quasi inexistants. Leur taille en faisait des proies plausibles pour les léopards et les hyènes, et la prédation était vraisemblablement constante. Curieusement, les fossiles de grands carnivores sont rares aux alentours du site, ce que la plupart des chercheurs interprètent non pas comme la preuve que Naledi était une espèce dangereuse, mais plutôt comme le signe que la région était accidentée et pauvre en gibier, obligeant les prédateurs à chasser ailleurs. Les défauts de l'émail témoignent d'un environnement aux saisons rigoureuses où maladies et famine étaient monnaie courante. Au-delà de cela, rien, pas d'horizon d'extinction, pas de dernière couche, pas de dernier individu et une espèce qui a conservé un plan corporel unique pendant 1 million d'années, tandis que le monde environnant évoluait. Cela ne ressemble pas à une espèce en déclin. Une telle persistance est un succès selon les critères paléontologiques classiques, ce qui rend sa disparition plus difficile à expliquer et non plus facile, ce qui nous ramène à une chambre de 1800 cm de large, située à 30 mètres sous terre, dans l'obscurité la plus totale et au seul comportement attribué au Naledi que quiconque ait jamais prétendu avoir identifié. Voici le problème matériel. On trouve au fond d'un passage accessible uniquement les pieds en avant par une ouverture de 1800 cm de large à 12 mètres de profondeur dans l'obscurité complète. Les fouilles n'ont révélé aucune trace d'une seconde entrée effondrée qui aurait pu autrefois donner directement sur la chambre. Les ossements ne portent aucune trace de carnivore, aucune marque de perforation, aucune trace de rongement, aucun reste d'animal n'y est mêlé, contrairement à ce qui se produit dans un piège mortel naturel, car un trou qui engloutit une espèce engloutit toutes les autres. De plus, cette accumulation s'est faite lentement, sur une longue période, et non lors d'un événement unique qui pourrait s'expliquer par une inondation ou un effondrement. Quelque chose a donc déposé ces corps-là de manière répétée au fil des générations. En 2023, Lee Berger, en collaboration avec John Hawkes et Agustín Fuentes, a publié l'affirmation selon laquelle les Naledi en seraient responsables. Disposition délibérée des corps, des cadavres descendus par la fissure et déposés dans des cavités creusées dans le sol de la chambre. Deux autres éléments ont été avancés
avancées en plus de l'hypothèse d'une sépulture, des marques en croix gravées sur un pilier de dolomie près de l'entrée de la chambre et des traces de feu contrôlé, de charbon de bois et d'ossements brûlés dans les passages menant à la chambre. Si ces éléments sont avérés, la plus ancienne sépulture intentionnelle connue serait repoussée d'environ 100 000 ans. De plus, ce comportement serait attribué à une créature dont le cerveau était 2 fois plus petit que celui des êtres auxquels on attribue généralement son invention. La réaction a été vive et mérite autant d'attention que l'hypothèse elle-même. Les articles ont été soumis à la revue eLife, qui publie ses évaluations par les pairs en accès libre. Les évaluateurs ont conclu que les preuves présentées ne justifiaient pas les conclusions qui en avaient été tirées, et ils l'ont affirmé publiquement. Maria Martinon-Torres, Chris Stringer et Michael Petraglia ont tous soutenu publiquement que l'hypothèse d'une sépulture n'est pas fondée. Une nouvelle analyse des sédiments, publiée l'année suivante, a remis en question la nature des prétendues entailles funéraires. S'agit-il réellement de structures plutôt que de dépressions naturelles dans un sol de grotte perturbé? Les gravures ne sont pas datées et aucune méthode ne permet actuellement de les dater. Il est donc impossible de démontrer que Naledi les a réalisées plutôt que quelqu'un y étant entré bien plus tard. Les preuves d'incendie n'ont toujours pas été publiées dans une revue scientifique à comité de lecture. Les autres hypothèses ne sont pas farfelues. Un piège mortel reste possible si l'accès à la chambre était différent par le passé, bien que l'absence d'ossements d'animaux plaide contre cette hypothèse. Une accumulation progressive sur des milliers d'années pourrait être due à l'eau transportant des matériaux vers un point bas. Il existe une troisième option intermédiaire entre les deux qui reçoit moins d'attention qu'elle ne le mérite. Déplacer le corps du vivant n'est pas un acte d'inhumation, c'est un comportement moins contraignant. Il ne requiert ni rituel, ni croyance, ni symbolisme, et on l'observe chez des animaux auxquels on n'attribue généralement pas ces caractéristiques. Transporter un corps dans un endroit où il ne risque pas d'attirer les prédateurs est une pratique. Cela signifierait tout de même que Naledi est descendue volontairement dans cette fissure, dans l'obscurité, avec quelque chose sur elle. Honnêtement, il est difficile d'expliquer cette accumulation par des processus naturels et cette difficulté ne prouve pas une intention. Les deux lectures restent valides, aucune n'a été conclue et compte tenu de l'état du site, il est peu probable qu'elle le soit de sitôt. Quelle que soit la réponse qui s'avère exacte, notez ce qui ne change pas. Les corps sont toujours là. La datation est toujours de 335 000 ans, la main est toujours courbée, le pouce toujours moderne et le cerveau toujours 2 fois plus petit que ce qu'il devrait être compte tenu de sa forme. Revenons aux 2 hommes dans la fissure à flanc de colline. Une lampe, un sol d'ossement, dont 18 cm de dolomite séparant une espèce dont l'existence était insoupçonnée d'une discipline qui pensait la question en grande partie résolue. Pendant un siècle, la forme d'un os a servi de datation. Des doigts courbés signifiaient un âge ancien, un petit cerveau, un âge précoce. L'arbre phylogénétique a été dessiné de manière séquentielle car l'anatomie semblait suivre une seule direction et cette orientation était due au fait que nous ne disposions que des fossiles qui correspondaient. Naledi n'a pas remis en cause la chronologie, elle a simplement révélé que cette chronologie était une hypothèse formulée à un moment où les preuves étaient insuffisantes pour en être plus sûres. La question n'a jamais été de savoir comment une espèce aussi ancienne avait pu survivre si tard, il s'agissait plutôt de comprendre pourquoi nous avions cru que ancien et précoce étaient synonymes.